comment ça va s'articuler, du coup, cette présentation. En premier, on va définir pourquoi il est important de mettre le client au cœur de la stratégie d'entreprise. Alors, c'est une thématique qu'on traite de plus en plus. On voit ce terme-là d'expérience client dans la stratégie d'entreprise de plus en plus en salon. Si vous avez participé au salon stratégie client ou le salon de Cannes sur la Customer Relationship, et bien là, vous voyez bien que c'est une thématique qui prend de plus en plus d'importance. Ensuite, dans un second temps, on va voir bien comment matérialiser cette démarche au sein de votre organisation. Et en troisième point, on verra comment passer finalement de la parole aux actes. Parce que c'est très bien de se dire orienter client ou de vouloir améliorer l'expérience client. Et finalement, derrière, comment on s'y prend pour arriver à cette finalité. Hop, sans plus tarder, eh bien, on va voir pourquoi il est important de mettre le client au cœur de la stratégie d'entreprise. Alors, ça peut paraître évident pour certains, mais ça me paraissait quand même très important de pouvoir redéfinir un peu tout ça. Alors, tout simplement, on va commencer par des chiffres pour introduire tout ça et voir quelle est l'importance de l'expérience client dans la stratégie de l'entreprise. Le premier chiffre que je vais vous présenter, eh bien, c'est celui-ci. 89% des pertes de clients sont aujourd'hui dues à une mauvaise expérience. Donc là, c'est très important. Et on voit bien que l'expérience client, mais ici, ça prend tout son sens, puisqu'on voit que voilà, c'est une perte de chiffre d'affaires finalement, cette expérience. Donc plus l'expérience client est bonne, et plus vous allez améliorer l'expérience client que vous allez proposer à vos clients, eh bien forcément, vous allez le ressentir sur le chiffre d'affaires. Alors, il y a un deuxième chiffre qui est très important, et ça, c'était une photographie il y a 4 ans. Il y a 4 ans, seulement 36% des entreprises faisaient passer l'expérience client en priorité. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Est-ce que vous savez à peu près aujourd'hui à combien on en est? Alors, vous pouvez me répondre sur le chat, juste pour voir si à peu près vous êtes en phase avec tout ça. 90, pas mal, Michael. On est très proche. 70 Lily, alors un peu plus Lily. Et c'est là où c'est assez impressionnant. Hop, on est à 89% aujourd'hui. Donc 89% des entreprises font passer l'expérience client en priorité aujourd'hui. Donc vous voyez que finalement, déjà c'est une thématique qu'on traitait déjà il y a 4 ans. On parlait de l'expérience client. Mais finalement, il n'y avait que 36% qui mettaient cette expérience client en priorité dans l'organisation. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est toujours une thématique déjà qui est d'actualité, mais on voit que finalement, ça s'est amplifié tout ça. On est aujourd'hui à 89%, donc c'est juste énorme. Ouais, Mickaël, on va dire que vous avez la réponse, c'est vrai. Ah, vous étiez pas loin, pas loin, pas loin. Et le troisième chiffre, et c'est celui-ci, 97% des consommateurs considèrent la qualité du service client comme un critère important dans le choix d'une marque. Donc là, on voit que finalement aussi, la qualité, elle a pris peut-être le pas sur le prix, elle a pris le pas sur les caractéristiques d'un produit ou d'un service. Donc là, on voit finalement que la qualité que vous proposez en termes d'expérience, de service client, là, elle se matérialise bien et on voit l'importance de tout ça. Alors, une fois que je vous ai présenté un petit peu plus ce contexte-là, on va définir un petit peu plus ensemble les termes. Alors, il y a différents termes autour de l'expérience client. Déjà, il y a le terme expérience client. Il y a le terme culture client. Alors, ces termes sont souvent opposés, voire pire, ils sont confondus. Alors que c'est vraiment des termes qui sont différents et qui ont un sens différent. L'expérience client, on est davantage ici sur le ressenti du client, sur sa manière de vivre son expérience avec vous, la marque. Alors que sur la culture client, on est sur un état d'esprit des collaborateurs. Donc là, on est davantage tourné sur de l'interne et sur la vie de votre organisation, de votre entreprise. Alors, pourquoi ils ne sont pas opposés? Vous avez vu qu'il y a un sens différent. Pourquoi ils sont confondus?
Parce que on est quand même sur des notions qui sont proches, mais on voit que, finalement, ils sont pas à confondre parce que, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais ils ont quand même un sens qui est différent. Et ici, vous avez du coup hem, une citation, pardon, de Daniel Rey, qui est chercheur en relations clients et qui pour lui, la culture client, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements du collaborateur, reflétant une réelle préoccupation d'assurer la satisfaction des clients de façon durable. Donc là, il insiste bien sur l'attitude et le comportement du collaborateur. Donc on voit bien que la culture client, voilà, c'est dans votre organisation, dans votre structure, dans votre entreprise. L'expérience client doit être une culture d'entreprise. Vous devez faire en sorte de travailler votre culture client pour améliorer l'expérience client. Vous ne pourrez pas travailler votre expérience client si avant vous n'avez pas cette culture client. Et là, je sais que c'est pas évident, mais il faut arriver à comprendre ça, à conscientiser ça, parce que pour beaucoup encore d'entreprises, il y a pas de culture client. Par contre, ils cherchent quand même à travailler l'expérience client. Et on voit que voilà, ça manque de sens. Alors avoir une vraie culture client, va permettre d'améliorer cette expérience client et surtout de le faire durablement. Alors l'un des points essentiels, c'est de mettre le client au cœur de vos préoccupations d'entreprise. Mais c'est pas suffisant. Attention. La culture client, c'est avant tout un ensemble de valeurs et d'attitudes, et c'est pas uniquement des outils ou des process en interne. Et ça, il va falloir le comprendre aussi. C'est-à-dire que la culture client, c'est pas juste un script ou quelque chose que l'on va donner aux collaborateurs de l'entreprise pour leur dire voilà, si vous suivez juste cette démarche-là, vous allez avoir une culture client et on va améliorer l'expérience client. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que la culture client, finalement, dépend de deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est les valeurs individuelles des salariés. Les salariés font partie intégrante de ce travail sur la culture client. Donc les valeurs individuelles des salariés, ça va être l'écoute, ça va être l'empathie. Donc tous ces éléments-là vont influencer l'attitude des salariés. Ensuite, il y a les valeurs diffusées par l'organisation. Et là, c'est très important aussi, avec 4 éléments clés. Donc l'impulsion de la direction, l'autonomie des collaborateurs, l'amélioration continue et la diffusion de la voix du client. Alors, bien évidemment, l'un des grands enjeux de ce travail-là, c'est un enjeu ROI. Forcément, tout ça a une approche héroïste. Sur le ROI, ça peut paraître évident, mais je tiens quand même à le rappeler. Travailler et capitaliser sur vos clients, ça permet de développer votre fidélité client. Et qui dit développer la fidélité client, je ne vous apprends rien. Un client fidèle, ça coûte moins cher aujourd'hui. Ça coûte la moyenne, c'est 5 à 8 fois moins cher que d'aller acquérir un nouveau client. Donc on voit ici qu'il faut capitaliser sur sa base, il faut capitaliser sur ses clients pour améliorer le chiffre d'affaires et pour pouvoir maîtriser les coûts aussi. Vous avez fait le plus dur aujourd'hui, vous êtes allé chercher ces clients. Donc essayez d'aller les prendre en considération, d'aller développer cette fidélité et vous verrez que vous allez avoir un ROI qui va être bien plus important. Alors forcément, là je vais chercher un peu à vous bousculer en disant ça, mais c'est voulu. Avant vraiment de dépenser à outrance dans des actions marketing ou en stratégie d'acquisition, privilégiez plutôt d'investir en amélioration de l'expérience client. C'est très important. Alors vous allez me dire, ouais, super, pour un responsable marketing, va pas trop dans le sens du market. Si, parce que vous allez avoir ensuite du budget pour faire peut-être autre chose. Mais voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Avant de dépenser à outrance sur ces actions-là, privilégiez vraiment ce que vous avez déjà. Donc, votre base, capitalisez sur vos clients. Ça, c'est très important. Alors, la prise de conscience, elle est là, hein, vous l'avez vu avec les chiffres que je vous ai montrés. Ici, vous avez forcément entendu ces données-là, qu'un client fidélisé, ça coûte moins cher
que d'aller en acquérir un nouveau, et cetera. Et finalement, le plus dur, eh bien, c'est de savoir comment s'y prendre, comment se matérialise tout ça et comment pouvoir, mettre des actions en place pour aller vers, une culture client et améliorer l'expérience client. Et ça, c'est mon prochain point et ma prochaine grande partie. Alors, est-ce que jusque-là, tout est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui prennent sens? Est-ce que c'était des choses qui étaient évidentes pour vous? Bon, parfait. Merci pour vos retours en tout cas. Alors c'est pareil, hein, c'est une thématique sur laquelle on pourrait y passer des heures à discuter ensemble et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse faire ça de manière un peu collégiale. Donc ici, il va falloir quand même se restreindre à un temps assez court de 30 minutes. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on puisse discuter ensemble de toutes ces thématiques, c'est avec grand plaisir. Alors comment matérialiser, finalement, toute cette démarche? Alors, la première chose, eh bien, c'est d'aller vers une culture client. Je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience client doit être une culture d'entreprise. La culture client, hein, ça je vous l'ai dit aussi, mais dépend de 2 grands facteurs. Les valeurs individuelles des salariés et les valeurs diffusées par l'organisation. Donc très souvent, les entreprises, et là c'est mal fait, ou en tout cas c'est incohérent, mais très souvent les entreprises envisagent l'expérience client et la mise en place de process uniquement sur le parcours client. D'un parcours client identifié, et ici, eh bien, on va mettre en place des éléments, des actions pour améliorer uniquement le parcours client. Et là, le risque, eh bien, c'est ici que cette expérience client soit complètement biaisée. On va proposer des choses, on va essayer de corriger certaines choses, mais on va manquer de cohérence ici. Et pour cause, cette démarche, elle reste limitée à des actions isolées et très souvent relatives à des actions orientées très marketing. Il faut impérativement avoir une réflexion plus globale en interne afin de coordonner l'ensemble des actions et avoir vraiment une vision stratégique dans l'entreprise. Et tout ça, eh bien, vous permettra d'avoir des actions qui sont plus uniformes, qui sont plus cohérentes entre elles, et d'avoir cette vision globale, d'avoir une expérience client homogène. Ici, vous n'allez plus avoir des actions disparates, mais vraiment une expérience client homogène grâce à cette vision stratégique et cette culture d'entreprise. Donc ça, c'est très important aussi. Alors, il y a une thèse hein, qui est, alors le nom, c'est le management de l'expérience client au-delà des enquêtes de satisfaction, la mesure de l'expérience client ou l'expérience vécue, je ne sais plus, mais qui propose en gros un modèle qui repose sur 4 dimensions qui sont parfaitement intégrées au sein de l'entreprise. Alors l'expérience, la première dimension, c'est l'expérience voulue. Donc ça, c'est la formulation faite par les dirigeants. Comment l'expérience doit être voulue par les grands ponts de l'entreprise. La deuxième dimension, c'est l'expérience proposée. Ici, ça va être la mise en œuvre en interne avec des moyens opérationnels. Donc déjà, ici, avec ces 2 dimensions, on peut déjà avoir un décalage entre l'expérience qui est voulue par la direction et l'expérience qui est proposée par les opérationnels. Pourquoi? Eh bien parce que l'expérience voulue, c'est une chose, mais finalement, il peut y avoir un décalage avec l'opérationnel qui n'ont pas les outils appropriés, qui n'ont pas eu les formations adéquates, ou il n'y a pas eu de communication préalable pour informer de ce travail-là, etc. Donc déjà, sur ces 2 premières dimensions, il peut y avoir déjà un gros décalage. La troisième dimension, eh bien, c'est l'expérience attendue. Donc là, c'est la manière dont les clients perçoivent l'expérience client au travers d'actions de communication et de marketing que réalise votre entreprise. Et ensuite, il y a l'expérience vécue. Donc là, c'est la façon dont les clients vivent et ressentent véritablement l'expérience client.
Donc là aussi, il peut y avoir un gros décalage entre ce que vous communiquez à travers vos communications, vos campagnes de pub et l'expérience qui est vécue véritablement par les clients. Donc là, il peut y avoir aussi un gap. Alors ces 4 dimensions que je vous ai présentées, eh bien, elles mettent en relief la complexité finalement de toutes ces interactions. Car bien, finalement, chacun relève un peu d'un pan différent de l'entreprise. Le premier, pour rappel, les 4 dimensions, le premier c'est l'expérience voulue. Donc là, forcément, c'est la direction. Le deuxième, c'est les opérationnels, donc c'est les collaborateurs de l'entreprise. L'expérience attendue, l'expérience vécue, c'est plus orienté vers le client, etc. Donc on voit qu'on a une complexité dans ces interactions puisque voilà, c'est attrait à des pans différents de l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises ne tiennent pas compte de leurs promesses dans leur communication. Et voilà, ça crée un décalage entre la proposition de valeur qui est relayée dans les différentes publicités ou dans les campagnes sur les réseaux sociaux, etc. Et on voit que parfois, voilà, cette proposition de valeur, elle est parfois bien loin de l'expérience qui est vécue véritablement par le client. Et cette situation, eh bien, elle aboutit très souvent à des frustrations en interne. Donc là, c'est rattaché à vos collaborateurs, et ça, on va le voir dans la slide suivante. Mais ça peut créer véritablement des frustrations en interne, mais surtout la perte de confiance de vos clients. Et là, c'est vraiment problématique. Alors attention, donc la conclusion de cette slide, c'est attention donc aux perceptions qui sont parfois biaisées. Perception de la direction, perception aussi du coup du client qui s'attend à vivre une telle expérience, mais finalement, dans l'expérience vécue, c'est tout autre chose. Donc là, c'est attention au message que vous véhiculez. Et vos collaborateurs et vos équipes, finalement, en interne dans tout ça, quel rôle elles ont? Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans cette slide-là, et qui est très important aussi. L'engagement et la responsabilité de vos collaborateurs, de vos équipes, est un point crucial dans la culture client. J'insiste là-dessus, ça peut paraître évident, mais c'est aussi évident que d'avoir une culture client dans l'entreprise. C'est évident pour tout le monde, mais voilà. Je préfère bien repréciser les choses, mettre des mots là-dessus, parce que c'est évident pour certains, mais finalement, en termes d'action derrière, ça ne se décline pas forcément. Donc cela s'inscrit dans une vraie politique d'amélioration de l'expérience client à tout moment du parcours client. Et c'est là où on voit que finalement, ça impacte tous les salariés de l'entreprise, et pas uniquement des salariés, des managers, certains postes qui sont par exemple dans les directions ou autres. Non, ça concerne vraiment tout le monde, puisque ça peut concerner aussi bien l'avant-vente, la vente, l'après-vente, la fidélisation, le service client, etc. Tout le monde doit être concerné par cette culture client afin d'améliorer l'expérience client. Donc, il ne faut pas que ce soit des salariés isolés, mais ça concerne vraiment toute votre organisation. Et ça, c'est très important. Alors, très souvent, les salariés sont confrontés à une réalité, finalement, dans laquelle l'entreprise parle d'expérience client, mais sans vraiment lancer d'action adaptée sur ce sujet. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous disais qu'il peut y avoir une dichotomie entre la vue de la direction et les souhaits de la direction, et finalement, comment ça se décline derrière sur l'opérationnel, là, on voit que la perception peut être vraiment différente. Donc, le but, c'est d'avoir une réelle stratégie d'expérience client, mais de se doter aussi d'outils, de process pour pouvoir y arriver. Cette réalité versus les souhaits, voilà, des fois, ça crée un fossé entre les ambitions et les capacités réelles de l'organisation. Et ça, c'est pas sans conséquence. Un quart des équipes ne sont pas satisfaits de l'expérience qu'ils offrent aux clients.
Donc là, on parle bien des équipes internes à l'entreprise. Donc on voit que là, il y a un quart des équipes qui ne sont pas satisfaits de ceux qui proposent aux clients. Donc là, c'est vraiment problématique parce que voilà, c'est vos clients qui sont de front avec enfin c'est vos collaborateurs pardon qui sont de front avec les clients. Et c'est eux qui récupèrent un peu toute cette insatisfaction et qui peut créer des tensions au sein de votre organisation. Donc là, un certain nombre du coup d'entreprises projettent par cet agissement-là, eh bien, projettent par conséquent du coup l'image de leur propre dysfonctionnement en interne sur le marché. Il faut voir que les clients eh bien, vont s'en apercevoir qu'il y a un dysfonctionnement dans votre entreprise. Et ils le voient pourquoi? Eh bien parce que c'est vos collaborateurs qui sont de front avec ça, qui relèvent des incohérences, des insatisfactions, des problèmes dans votre organisation. Donc il va falloir mettre en place des outils derrière pour pouvoir remonter ces choses-là et écouter vos collaborateurs. On va y voir par la suite, mais ça va être très important de mettre en place des outils. Et là, j'avance un peu sur ma présentation, mais on va parler de symétrie des attentions. C'est peut-être un terme que vous avez entendu parler, mais ça va être très important d'aller écouter vos collaborateurs. Et pour réussir, il est important pour l'entreprise eh bien, de se restructurer autour du concept d'expérience client et vraiment d'envisager une réflexion globale autour de cette thématique dans votre organisation. Il s'agit donc de fédérer vraiment les énergies autour de la création de valeur et d'abattre les barrières en interne. Vous savez, on entend souvent dire qu'il faut casser les silos, décloisonner l'entreprise pour pouvoir aller de l'avant. Et bien là, on est véritablement là-dedans. Chaque collaborateur doit être acteur de ce changement. Est-ce que c'est OK pour vous sur cette partie-là? Mettre en place des outils, mais les bons outils. Effectivement, Laurence, le but, c'est de pouvoir mettre des bons outils qui vont permettre d'aller vers cette finalité. Et on va y voir un petit peu plus tout à l'heure. Oui, c'est très théorique. C'est très théorique, Anna, c'est vrai. Mais on va aller un peu plus dans l'opérationnel sur cette partie-là. Mais je vous invite, si vraiment vous avez des questions sur cette partie-là, qu'on puisse échanger tous les deux, soit par téléphone ou par email, pour que je puisse vous présenter peut-être un peu plus quelles actions peuvent être mises en place pour aller vers cette finalité. Allez, si c'est la partie qui intéresse tout le monde, on va aller un peu plus loin, mais c'était voilà, primordial pour moi de pouvoir contextualiser un peu tout ça en avance, donc en amont de la présentation, pour pouvoir vous présenter au mieux cette partie. Alors, comment passer finalement de la parole aux actes? Ici, on va devoir mettre en place des outils qui vont nous permettre d'avoir une culture client, mais surtout d'améliorer l'expérience client. Et comment améliorer quelque chose si on ne la mesure pas? Donc l'objectif ici, ça va être de mesurer, d'identifier et d'améliorer l'expérience client. J'insiste bien sur ces 3 grands points parce que pour certains, ils commencent d'abord par l'amélioration, mais sans avoir mesuré ni identifié. On ne peut pas améliorer si on n'a pas mesuré et identifié préalablement. Première grande partie, ça va être de cartographier le parcours client et identifier les irritants. Ici, on va dessiner le parcours client de votre entreprise. En marketing, on parle de lead cycle. Mais ici, on va cartographier le parcours de vos clients, quelles interactions ils ont avec vos équipes en interne pour pouvoir identifier quel est son parcours et identifier ensuite les irritants qui font que ce client est insatisfait et à quel moment il a été insatisfait. Est-ce qu'il a été récupéré? Et ça, c'est très important. Ensuite, ça rejoint, mais la deuxième grande partie, ça va être de mesurer la satisfaction. Une fois qu'on a identifié, cartographié un parcours client, on va aller mettre des points d'écoute sur ce parcours client pour aller identifier les irritants et pour pouvoir les faire remonter au sein des équipes en interne et pourquoi pas les faire remonter au sein de la direction. Donc ici, on va aller automatiser un processus d'écoute en mettant des points d'écoute, des sondeurs finalement sur le parcours client et aller identifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas et où sont les problèmes.
Ça peut passer aussi par de l'avis client. Là, on parle sur automatiser le process d'écoute. On parle beaucoup de questionnaire de satisfaction, mais ça peut passer aussi par de l'avis client. L'avis client va permettre de remonter des problèmes et des insatisfactions clients. On a également un outil comme l'analyse sémantique, où là, c'est vraiment un outil de productivité qui permet d'associer des émotions aux données que vous récoltez. Donc ici, on va aller analyser la donnée et on va analyser l'émotion qui est derrière cette donnée pour pouvoir restituer des éléments hyper précis et pouvoir actionner ensuite des leviers d'amélioration. Une fois qu'on a fait tout ce travail d'écoute, qu'on a mesuré, qu'on a identifié des choses, eh bien le but, ça va être de piloter l'amélioration continue. Ici, comment va se faire ce pilotage? Eh bien par des tableaux de bord, par exemple. Ces tableaux de bord vont nous permettre de mettre en place un suivi trimestriel, semestriel, annuel, journalier, voire même journalier et mensuel, où là, on va pouvoir suivre en temps réel quelle est la satisfaction de mes points d'écoute sur mon parcours client. Et là, vous avez certainement entendu parler des indicateurs suivants, type NPS, donc le Net Promoter Score. Tout le monde est à l'aise avec ce terme-là? Donc le Net Promoter Score, c'est le taux de recommandation. Type de question qui est vous, en tant que client, est-ce que vous recommanderiez notre marque à vos amis, à vos collaborateurs, etc., etc. Donc c'est un indicateur qui est très important et qui va permettre aussi de voir comment évolue un peu mon expérience client dans mon parcours client. Donc là, ça va être le but, ça va être de suivre des indicateurs type NPS, type CSAT, donc l'indicateur de satisfaction globale, pour pouvoir suivre mon évolution dans le temps. Pour pouvoir aussi animer des comités de suivi. Donc là, c'est avoir des équipes qui vont assurer le suivi de ces indicateurs-là et qui vont les restituer, donc ça on va le voir dans la partie suivante, mais les restituer aux équipes de direction, aux équipes opérationnelles, etc., etc. Ensuite, il y a de l'interconnexion qu'il va falloir mettre en place. Vous avez, par la mesure de la satisfaction, par les tableaux de bord, par des comités de suivi, beaucoup de données. Eh bien, le but, ça va être de relier ces données à vos clients. On parle de culture client, d'avoir des collaborateurs qui se sentent concernés par cette thématique-là. Eh bien, le but, ça va être de reprendre toutes ces données de mesure de la satisfaction et des données de KPI, CSAT, NPS, etc. et de pouvoir les remonter dans votre outil CRM. Donc ici, on aura dans chaque fiche client le taux de satisfaction du client, le taux de NPS du client, quelles sont ses réponses sur sa satisfaction, par exemple sur le service livraison, si vous faites un service de livraison, etc., etc. Ici, on va pouvoir alimenter vraiment les fiches clients dans notre CRM pour pouvoir avoir de l'information très opérationnelle pour les équipes en interne. Et à la suite de ça, on va pouvoir aussi animer des plans d'action et mettre en place des plans d'action pour améliorer en continu l'expérience que vous proposez à vos clients. Et surtout, on va avoir ici des éléments factuels sur lesquels on va pouvoir se reposer pour peut-être aller chercher du budget auprès de la direction ou faire comprendre à la direction où sont les points bloquants, les points irritants pour pouvoir mettre en place soit du temps humain, soit du budget pour aller pouvoir corriger ces insatisfactions-là. Ensuite, il y a une partie, la quatrième grande partie, c'est de faciliter l'adhésion des équipes. On parlait tout à l'heure de symétrie des attentions, de prendre en considération les collaborateurs en interne, puisque c'est eux qui sont face aux clients. Et bien là, le but, ça va être de leur donner les outils pour travailler cette expérience client et pour avoir une culture client et respecter du coup la vision stratégique de l'entreprise. Donc en termes d'outils, il y a différents outils là-dessus. Il peut y avoir de la GDSI. Donc ça, c'est de la gestion des clients insatisfaits, une plateforme spécialisée qui va vous permettre d'identifier tous les clients insatisfaits. Donc c'est des clients qui, par exemple, sur telle question ont répondu une note inférieure à 5, par exemple, sur une note de 1 à 10. Donc là, ça va tout se compiler sur la plateforme
Et là, eh bien, vous allez pouvoir avoir des équipes opérationnelles qui vont pouvoir aller traiter ces insatisfaits, soit par un appel, soit par un email ou autre. Et ici, eh bien, le but, ça va être de rappeler ces clients insatisfaits pour les transformer en satisfaits et pourquoi pas les transformer en ambassadeurs de votre marque. Ça peut arriver qu'il y ait une insatisfaction sur votre parcours client. C'est normal. C'est tout à fait logique. Par contre, le but, c'est bien de pouvoir l'identifier et de pouvoir traiter cette insatisfaction. Et donc là, on a des outils de traitement des rappels insatisfaits. Ensuite, on a la modération des avis. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'avis client dans la partie mesurer la satisfaction client. Et bien ici, c'est d'avoir une plateforme aussi pour pouvoir gérer et modérer les avis clients. Vous savez, les avis clients, c'est très important. Et là, je vous mets à la place d'un consommateur, que vous êtes aussi. Mais moi, par exemple, dès que je vais acheter quelque chose en magasin, eh bien, je vais tout de suite sur mon smartphone, je regarde les avis et ensuite je passe à l'achat. Donc là, si je vois qu'une entreprise a répondu aux avis qui sont détracteurs, eh bien là, déjà, ça va me rassurer sur le fait que l'entreprise est présente, elle trouve des solutions pour améliorer la satisfaction de l'avis et du client. Donc là, ça va me rassurer. Donc, je vais peut-être aller un peu plus sur ce produit-là parce que la marque est présente. Donc là, c'est très important aussi de pouvoir aller modérer ces avis. Ensuite, on a la communication des résultats. Tout à l'heure, on a vu qu'on avait des tableaux de bord, des comités de suivi. Eh bien, le but ici pour mettre vos collaborateurs aussi dans la boucle de toute cette stratégie de culture client et d'amélioration de l'expérience client, eh bien, ça va être de leur communiquer aussi les résultats que vous avez de toutes vos enquêtes et de tous vos questionnaires. On appelle ça un petit peu aussi la boîte à bisous. Tel collaborateur a récupéré tant de clients insatisfaits ou voilà ce qui se fait très bien dans notre organisation. Parce qu'on parle beaucoup d'identifier les irritants, etc. Mais rien n'engage mieux un collaborateur que quand on lui dit qu'il bosse très bien. Et ça, j'insiste. Ne mettez pas en avant que les parties irritants ou insatisfaction. Mettez aussi en avant la partie bien travaillée de vos clients, de vos collaborateurs, pardon. Et ça va les inciter aussi à travailler un peu plus et à être plus orientés expérience client. La symétrie des attentions, on en revient, mais c'est très important. Vous ne pouvez pas être orienté client et travailler votre expérience client si derrière, vous n'êtes pas orienté collaborateur et que vous ne travaillez pas votre expérience collaborateur. Un collaborateur, c'est le client de votre organisation. C'est un client interne, mais c'est un client. Facilitez-lui la vie. Prenez en considération son avis. Il est important. C'est lui qui est c'est lui qui est en contact avec le client. Il pourra vous remonter des éléments, des dysfonctionnements, mais pour ça, il faut que vous l'écoutiez et que vous preniez en considération son avis. C'est très important. Laurence, vous parlez de récompense, mais attention à la forme. Alors oui, faciliter l'adhésion, ça peut passer par une récompense. Et ça, les Américains sont très forts là-dessus. Après, la récompense, ça peut être des choses très simples aussi. Ça peut être, par exemple, et ça les Américains le font, mais l'employé de la semaine ou l'employé du mois, en affichage digital, par exemple, dans les locaux, ou en affichage print, avec, aujourd'hui, Laurence a super bien travaillé. Alors, je ne mets pas les formes là-dedans, mais elle a transformé des clients insatisfaits en satisfaits, notamment tel et tel client, etc., etc. Là, on va pouvoir mettre des choses en place pour aller, finalement, récompenser le travail du collaborateur, mais sans forcément que ce soit pécunier derrière. Est-ce que le parrainage fait partie aussi de ce type de périmètre? Alors, qu'est-ce que vous entendez, Damien, par parrainage? Alors, sur cette partie-là, sur cette slide-là, on a vu beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de chacune des parties. Je l'ai un petit peu fait là avec vous, mais on ne pourra pas entrer vraiment dans le détail puisque ça va prendre trop de temps. Par contre, je vous invite, si vous voulez, à prendre contact avec moi pour qu'on puisse bien vous présenter comment fonctionne
les comités de suivi, comment fonctionne l'interconnexion entre les données que vous arrivez à collecter et votre CRM, entre comment on cartographie le parcours client et comment on identifie les dysfonctionnements et les irritants, etc., etc. Je vous invite à, à noter vos questions si vous le souhaitez. La présentation est bientôt terminée. Juste le temps pour moi de conclure. Et de conclure de la manière suivante. Aujourd'hui, on voit que la différenciation par rapport à vos concurrents ne se fait plus sur le prix. Cette différenciation ne se fait plus aussi sur les caractéristiques que vous proposez sur votre produit ou votre service. Mais la différenciation se fait aujourd'hui sur l'expérience client que vous proposez à vos clients. Et ça, c'est très important de pouvoir le comprendre, de le conscientiser, mais surtout de mettre des actions en place pour pouvoir arriver à cette finalité. Et là, de plus en plus d'entreprises ont compris et placent vraiment l'expérience client au cœur de la stratégie.